Terrain social. Hugues Chevarin. Corinne Luxembourg. Corinne Luxembourg est géographe. Elle enseigne à l'ENSA, École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Les confinements, événements sans précédent, ont eu pour conséquence de multiples interdictions, délimitations et autres restrictions. Terrain social, aujourd'hui, s'interroge sur l'impact de ces confinements sur notre rapport à la ville et à la pratique de ces espaces. Terrain social. Bonjour Corinne Luxembourg. Bonjour. Le confinement, phénomène temporaire, aura-t-il des conséquences durables sur la ville et la manière dont on l'appréhende ? En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que en quelques mois, que ce soit la pandémie dans son ensemble ou que ce soit les confinements qui ont été mis en place pour y répondre, vont transformer assez violemment la ville, je crois. Tant d'un point de vue économique que d'un point de vue des inégalités sociales ou même des pratiques sociales, des amitiés, du fait qu'on va pouvoir se rencontrer ou pas, et on sent bien que le fait de pouvoir se retrouver physiquement est quelque chose qui manque de plus en plus, et donc c'est sûr que ça aura des conséquences. Est-ce que on peut dire que le confinement a comme rétréci la ville ? Il l'a rétréci déjà parce que on est confiné chez soi et que la vue que l'on a de la ville, elle se fait à travers une fenêtre. Donc c'est assez restreint parce qu'elle est encadrée. Elle l'a rétréci également parce que avec le confinement, on dit que voilà, on ne peut circuler que sur un rayon d'1 kilomètre. Donc ça veut dire que c'est une circulation en dehors évidemment des fonctions de travail et d'emploi salarié. En dehors de ces fonctions-là, réduire à 1 kilomètre de rayon à une circulation dans la ville l'a réduit considérablement, même là avec l'extension qui est prévue d'une 20aine de kilomètres. On voit bien que c'est aussi une conception très urbaine, mais très urbaine liée à la grande ville ou à la métropole. C'est-à-dire que même si on habite une ville de 7-8 000 habitants, évidemment que tous les services dont on a besoin ne sont pas concentrés dans une ville de 7 ou 8 000 habitants et qu'à 20 kilomètres de là, on ne trouve pas forcément la ville plus grande qui va offrir et permettre plus de services, ne serait-ce que des services hospitaliers par exemple. Donc il y a une restriction, un rétrécissement de l'espace et aussi un rétrécissement qui fait que quand on habite dans des territoires plus ruraux, en tout cas moins urbanisés, moins densément urbanisés, à 20 km, on ne trouve pas forcément grand-chose non plus. Mais on voit bien qu'il y a un vrai rétrécissement et que c'est quand même une conception qui est très, très parisienne presque. Quelle différence déjà entre le premier et le deuxième confinement ? Et vous qui êtes géographe, comment vous faites pour lire une ville confinée ? Alors, la différence entre le premier et le deuxième confinement, très clairement, il y a beaucoup plus de gens qui vont travailler durant le deuxième confinement que durant le premier. Il y a eu une volonté d'un maintien de certaines activités économiques qui n'avaient pas eu lieu pendant le premier confinement. Donc il y a une sorte presque d'exception de tout un tas de professions qui se retrouvent vraiment totalement enfermées. Et puis, il y a beaucoup plus de gens qui ont la possibilité de circuler, mais uniquement pour aller travailler, bien évidemment. Donc, il y a une différence. Puis la différence aussi évidente, c'est que le premier confinement, c'était nouveau et que le deuxième confinement s'appuie sur une expérience déjà passée. Le confinement, selon vous, est-il un révélateur des difficultés sociales dans l'accès à ce que propose la ville ? Alors, ça peut être un révélateur, effectivement, puisqu'on a bien vu pendant le premier et évidemment pendant le deuxième confinement que les gens qui ont été travaillés sont les personnes qui sont le plus en difficulté, qui ont en gros la moindre reconnaissance salariale. Et donc, on s'est retrouvés, évidemment, pendant le premier confinement, on a applaudi. Pendant le deuxième, on a compris qu'en fait non. Mais pendant le premier confinement, on applaudissait les éboueurs, les caissiers, caissières qui sont venus s'ajouter aux applaudissements destinés aux soignants.
Donc on a bien eu une prise de conscience globale de la société que la ville, elle ne fonctionnait que parce qu'on avait ces gens qui s'occupaient du maintien de l'hygiène dans la ville, du maintien de la consommation alimentaire dans la ville, et puis dans le maintien du soin aux personnes. Est-ce Donc que, on voit bien... Oui, est-ce pardon. que les visibles, du moins les invisibles qu'on a rendus visibles lors du premier confinement, n'est-ce qu'une illusion? Bah, c'est pas une illusion parce que ces gens-là existent bien et heureusement qu'ils sont et elles sont là parce que elles, je dirais plutôt elles, parce qu'on a bien vu que c'était majoritairement des femmes qui tenaient tout ça. On a bien vu que ces personnes-là, elles faisaient que la ville fonctionnait. Là où c'est une illusion, c'est que on a pu croire pendant le premier confinement, et on l'a vu avec tous les discours sur le monde d'après, que enfin on allait faire attention à ces gens-là, à ces métiers-là, à ces emplois-là. On a parlé de primes, on a parlé d'augmentation de salaire, on a parlé de meilleures conditions de travail, etc. Et tout ça s'est évaporé dès que le déconfinement a eu lieu, que l'été est passé et la rentrée est arrivée, on a oublié tout ça. C'est là où il y a une illusion. Et y a-t-il aussi une réattribution des rôles hommes-femmes à l'occasion de ce confinement ou cela montre-t-il déjà quelque chose de nos sociétés? Alors, il n'y a pas vraiment une réattribution des rôles, mais il y a en tout cas une mise en évidence de la répartition de ces rôles, en gros, des stéréotypes de genre qui font que certains métiers ou certaines tâches sont allouées plus principalement aux hommes et aux femmes. Donc pour ce qui est des métiers, voilà, que ce soit les métiers du soin ou que ce soit les métiers du commerce, on sait que c'est majoritairement des femmes qui sont employées dans ces métiers-là et que ce sont elles qui ont travaillé très durement pendant le premier et pendant le second confinement. Par contre, là où peut-être on peut parler d'un tout petit peu de réattribution des rôles, c'est notamment au moment du premier confinement où on a vu beaucoup plus d'hommes sortir faire les courses, alors que ce sont des tâches qui très souvent sont portées par les femmes. Et donc on a eu beaucoup plus d'hommes qui se sont retrouvés dans l'espace public. Donc là, on peut presque parler de réattribution. En réalité, c'est jamais que la fonction de sortir qui a été prise par les hommes. Après, là où c'est pas du tout une réattribution, et on le voit bien en ce moment, puisque c'est l'actualité du 25 novembre, on voit bien qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales, et notamment des violences faites aux femmes, qui a explosé pendant le premier et là pendant le second confinement. Le tableau est bien sombre, mais peut-on voir poindre quand même à l'occasion de ce confinement des solidarités, de nouvelles manières de faire, de nouveaux liens qui ont pu être tissés? Alors de nouvelles solidarités, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les solidarités existantes se sont peut-être renforcées. C'est-à-dire que les solidarités qui existaient, enfin qui préexistaient au confinement et à l'épidémie, etc., qui pouvaient exister dans les quartiers populaires notamment, sont des solidarités qui ont perduré, qui perdurent toujours. Et sans doute que ces solidarités-là, heureusement qu'elles sont là parce qu'elles permettent de tenir une société qui s'effrite un peu. Donc ça, c'est au point de vue des solidarités, on va dire, de quartier ou individuelles ou associatives. Et après, il y a une solidarité qui est portée principalement à l'échelon local par les collectivités territoriales, qui, en tout cas dans certaines villes populaires, je pensais à Gennevilliers par exemple, mais c'est pas la seule commune, bien évidemment. Je pense aussi à des départements comme celui du 93 ou du Val-de-Marne, qui ont mis en place tout un tas de dispositifs d'aide et de soutien aux personnes les plus défavorisées ou qui se retrouvaient ou bien en perte d'activité parce que petits commerçants ou travailleurs indépendants qui ont dû fermer boutique parce que voilà, c'était plus possible et ils n'avaient pas la trésorerie suffisante pour encaisser notamment ce deuxième confinement. Donc il y a là une solidarité
je ne vais pas dire institutionnelle parce qu'elle ne concerne pas toutes les institutions, mais une solidarité locale qui est portée par les communes, notamment par les communes. C'est-à-dire les territoires de proximité. Oui, tout à fait. Ce qui d'ailleurs interroge parce que quand à un moment donné on disait qu'il fallait supprimer certaines communes dans le millefeuille territorial, on voit bien que sans cet échelon de proximité, la solidarité, elle ne tient plus. Alors là, je convoque vraiment la géographe. Est-ce que vraiment, là, sur ces questions de territoire, faut-il vraiment repenser l'aménagement de la ville ou des villes en lien avec leur territoire proche? Et seconde question, qui fait part un peu à la première, la métropolisation n'est-elle pas une voie de garage pour ce qui concerne les grandes villes? Alors ça, c'est un vaste débat, évidemment. La métropolisation, elle est, je ne sais pas si c'est une voie de garage, en tout cas, elle est révélatrice d'un système économique et politique qui voudrait et qui veut concentrer dans les métropoles l'essentiel des services et des attributions et l'attractivité territoriale, et donc, en gros, qui augmente le rôle historique de la ville, qui est celui d'accumulation du capital. Donc c'est vraiment une accumulation fonctionnelle et pas quelque chose qui est pensé du point de vue des habitants. Et donc c'est en ça où travailler l'échelon local montre bien que justement on parlait des solidarités, mais ça parle aussi des services publics, ça parle de l'attachement qu'ont les habitants et les habitantes à leur commune, à leur territoire de proximité, parce que c'est toujours beaucoup plus facile d'aller à proximité pour comprendre ce qui est en train de se passer que d'aller dans une grande ville qui peut parfois être vraiment effrayante. Et puis surtout, on n'arrive pas forcément à en lire les mécanismes de fonctionnement. Donc en ça, on pourrait presque dire que c'est une voie de garage. Après, là où je ne sais pas si on peut dire que c'est une voie de garage, c'est qu'on a beaucoup entendu pendant le premier confinement, notamment sur Paris, qu'il fallait quitter Paris et que les gens avaient envie de quitter Paris et d'aller dans des villes plus petites ou en tout cas avoir un accès à la nature, un accès à des jardins et voilà de façon plus pratique et plus facile. Or, notre fonctionnement administratif et aussi de transport fait qu'on continue de conserver ce rayonnement en étoile, voilà, qui est inscrit dans l'histoire du pays, hein, de la centralisation de l'Ancien Régime en passant par l'Empire et en passant par la Ve République. On a quand même cette centralisation parisienne qui est quand même très très forte. Et donc, si on conserve cette centralisation-là, ça me paraît compliqué, d'en faire abstraction pour continuer de vivre et continuer d'avoir un aménagement du territoire. Donc, c'est en ça où, en fait, pour le moment, tant qu'on ne réfléchit pas l'aménagement territorial à des échelles plus fines, ça me semble compliqué, en fait, de faire abstraction de la métropole. Le rôle des sciences sociales, de la géographie, de l'histoire, vous paraissent-elles être les bons outils pour approcher le confinement et les conséquences qu'il a eues sur la ville? Ça permet quand même d'avoir une lecture de la ville ou une lecture de l'aménagement du territoire qui est plus profonde et plus intéressante, parce que ça permet aussi de tirer des conséquences de ce qui a été fait précédemment. Ça permet aussi d'un point de vue, on va dire de la sociologie, mais aussi du rapport à l'espace, de voir à quel point les inégalités sociales, mais aussi les inégalités, on va dire raciales et inégalités de genre, apparaissent encore plus renforcées quand on est dans cette période de crise sanitaire qui exacerbe finalement ces inégalités-là. Alors là où je disais, c'est pas les seuls outils. On voit là de plus en plus des spécialistes de psychiatrie ou de psychologie dire à quel point ces deux confinements coup sur coup, plus la crise économique qui suit la crise sanitaire, va poser de vrais problèmes psychologiques et voire psychiatriques, que ce soit dans la population
on va dire, population active qui se retrouve confrontée à des problèmes économiques qui n'étaient pas envisagés il y a 1 an seulement, et puis aussi des problèmes qui vont se poser à la jeunesse, puisqu'on a quand même une jeunesse à qui on fait porter la responsabilité de participer à la transmission de cette épidémie, et donc de ce moment qui finalement est peut-être plus un moment d'insouciance, en tout cas d'enfance. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont très inquiets et qui sont un peu coupables, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui se sentent en tout cas coupables de ce regard qu'a la société sur la transmission d'une maladie du fait de leur jeune âge et qu'a priori ils n'en seraient pas malades. Donc il y a des conséquences dont on n'a absolument aucune visibilité aujourd'hui, ni peut-être même grande conscience, qui sont en train de fabriquer une ville qui va être une ville très angoissée et angoissante sans doute, faite de ces incertitudes et sanitaires et économiques et du coup écologiques aussi. Merci Corinne Luxembourg. Je rappelle que vous êtes géographe à l'ENSA, École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage collectif, L'essence de la ville, pour un urbanisme de la vie quotidienne, paru aux éditions Le Temps des Cerises en avril 2020. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.